Bonjour Oscar, comment allez-vous? Mieux que vous. Je constate que Nicolas est en vacances et vous, vous êtes malade, mais au front. Exactement, comme vous Oscar, hein, vous étiez là la dernière fois aussi, vous étiez vraiment très malade et vous êtes resté fidèle au poste, donc ça m'a inspiré. Je voulais faire de même. Alors, donc là, ça a été une revue de presse centrée sur, l'allocution d'Emmanuel Macron, qui est quand même assez claire, qui nous refait, le grand discours d'un général pendant la période covid, hein. C'est le «Nous sommes en guerre», 2e épisode. Qu'en pensez-vous, Oscar, de cette C'est le coup allocution? classique. Je vous rappelle le roman de George Orwell, 1984, où vous avez l'Océanie qui est en guerre contre une sorte de force obscure située à l'est. Je sais pas comment c'est Eurasia, je crois, contre Océania. Et donc, c'est une guerre permanente avec systématiquement les nouvelles du front. Il n'y a que des victoires, mais la guerre ne s'arrête jamais. Ils sont toujours en train de gagner, mais c'est toujours la guerre. Et cette guerre demande des sacrifices. Alors, on peut évidemment soumettre les citoyens à différentes mesures restrictives. C'est un peu comme quand il avait déclaré la guerre concernant le Covid. Nous sommes en guerre. On est tout le temps en guerre pour ces gens-là. C'est marrant. J'attendrais plutôt d'une démocratie parlementaire qu'elle œuvre pour la paix. Hein, alors, il y a un monsieur qui est blond, là, avec une mèche un peu folle, un peu drôle, qui lui parle de paix. Il dit il faut que ça cesse. Là, ils sont en train de se tuer bêtement. Allez, on peut faire quelque chose. Non, non, mais alors, il y a tous les Européens qui se réunissent, basés sur leurs valeurs fondamentales, et qui disent nous voulons la guerre. Ah, mais bon, s'ils demandaient leur population, je crois que ça se passerait nettement moins bien, mais bon. Là, je ne vous entends plus. Pardon, excusez-moi, Voilà. j'avais le micro coupé, c'est pour éviter d'entendre les reniflements. Donc, derrière ce grand discours-là, on a aussi quand même, peut-être l'officialisation de la destruction des relations diplomatiques, avec la Russie. On a un Emmanuel Macron qui s'est quand même engagé depuis maintenant plusieurs semaines, sur un discours clair pour dire que, Poutine est un dictateur, que Poutine assassine ses opposants, les emprisonne, que la Russie, est intégralement coupable et que c'est l'Ukraine qui est victime. Est-ce la fin des relations, entre peut-être même l'Europe et la Russie? Bon, ça suffira que ces dirigeants soient balayés, et je crois que c'est ce qu'œuvre actuellement Donald Trump. C'est que toute cette classe de dirigeants qui proviennent encore de ce sérail des Young Global Leaders, etc., de ces globalistes et mondialistes qui voulaient créer une sorte de gouvernement mondial basé sur le socle du deep state américain dont les écuries de Hodger sont en train d'être nettoyées. Donc ça sera balayé. Je crois aussi que l'Union européenne, l'OTAN, c'est juste des morts vivants. Donc c'est dead man walking. Là, avec Keir Starmer, les deux ayant de gros problèmes domestiques au niveau de Starmer en tout cas au niveau du soutien populaire, mais il a lui au moins encore une base parlementaire solide. Et puis Macron sait très très bien quelles sont les difficultés qu'il rencontre en France. Donc, ils se mettent ensemble. Ils sont allés préparer le terrain pour Zelensky. Zelensky arrive. Il l'a vu, il est venu, il l'a vu, il a été vaincu. Donc il a réussi à tout foutre en l'air ce que les deux autres avaient tenté de préparer, mais il faut dire aussi que ni Macron ni Starmer avaient obtenu grand-chose, parce que ce qu'ils veulent, c'est impliquer les Américains dans le conflit là-bas. C'est clair, c'est surtout que les Américains ne nous lâchent pas. Donc ils continuent à être atlantistes contre l'Atlantique, hein, ça c'est sûr. Et là maintenant, je crois qu'ils veulent refaire le coup, d'après ce que j'ai compris, ils veulent se rendre à nouveau à Washington, mais ce coup-ci à trois, avec justement ce cher Zelensky, en se disant, bon, mais si on va les trois ensemble, hein, on pourra peut-être mieux contrôler Zelensky, et puis on va quand même essayer de trouver quelque chose. Alors là, la dernière idée à Monsieur Macron, c'est de garantir grâce aux Américains, parce que c'est pas avec les avions français que ça pourra jouer, mais avec les Américains, de garantir une sorte de zone d'exception aérienne sur l'Ukraine. Ah, c'est la belle affaire. Il y a juste un petit problème. Cette zone est déjà occupée, mais principalement par les avions russes de dernière génération. Et je ne crois pas que les processeurs sont sortis des machines à laver pour ces avions-là.
avec tout ce qu'on raconte. Et donc, il y a aux abords de tout cela des S-300, 400, S-500. Imaginez le S-500, c'est un vrai monstre. Et vous pouvez descendre des satellites avec le S-500. Alors, imaginez voir les Rafales français. Donc, aller mettre des avions là-bas et se les faire descendre comme au tir-pipe. Là, c'est poule, poule, poule. Ça disparaît du ciel. C'est une idée, alors c'est vraiment extraordinaire parce que les Russes ont été très très clairs. Ils ne veulent évidemment pas d'une soi-disant force de maintien de la paix qui serait basée sur des troupes anglaises et françaises, pour ce qu'il en reste, pour ce qui peut encore être déplacé. On a vu que ce n'est pas un nombre assez très, 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 très réjouissant. Mais je vois déjà ce qui va arriver. Admettons que ça se fasse. Je peux vous dire le programme. Vous auriez des troupes anglaises, françaises, qui sont éparpillées là un peu, parce que bon, ils arrivent à 30 000 en grattant les fonds de tiroir. Les Italiens ont déjà dit qu'ils ne viendraient pas, les Polonais non plus, donc il ne faut pas compter sur Orban. Donc il y a beaucoup là qui se défilent, donc ils vont se retrouver plutôt seuls. Mais bon, ils vont éparpiller leurs types. Et là, tout à coup, il va se passer des incidents entre ces troupes et puis les Russes. Et ça sera chaque fois les Russes qui ont provoqué évidemment les incidents, qui ne se tiennent pas à l'alarmisme, là, à ce cessez-le-feu. Et donc, on va appeler les Américains à la rescousse en disant, vous regardez, mais les Russes, ils s'y tiennent pas, il faut absolument intervenir au nom de l'article, je crois que c'est l'article 4 de l'OTAN, etc. Donc, voilà exactement le programme. Et les Américains se retrouveraient à ce moment-là pris dans l'engrenage. Et on a une belle troisième guerre mondiale. Et comme ça sera comme la fin du film de Stanley Kubrick, Docteur Folamour, n'est-ce pas, avec cette musique We'll meet again. Ah, c'est fabuleux. Les visions d'avenir de Macron et de Starmer sont vraiment extraordinaires. Mais bon, ils ont en face d'eux un type à qui on ne la fait pas. Et c'est l'inénarrable Donald Trump qui, lui, voit bien survenir et qui a compris une chose et il l'a répété, il n'ira pas répéter l'expérience afghane, vietnamienne, etc. en Ukraine. Parce que dès que les atlantistes quittent, si on veut, le Rimland, et puis qui vont dans le Heartland, qui vont donc dans le centre, là, ils seront vraiment au centre du continent, face à une armée russe qui, grâce à l'OTAN et grâce à des gens comme Macron et Starmer, en 3 ans, a réussi à devenir l'armée la plus puissante au monde. Alors, il y en a encore ici en Occident, je vois dans les journaux, c'est étonnant, qui disent que c'est l'armée ukrainienne actuellement l'armée la plus puissante au monde. C'est comme les Allemands en 1943. Ils parlaient der glorreiche Rückzug, la retraite glorieuse. Tous les jours, ils perdaient du terrain, mais ils étaient vainqueurs. Et c'est fabuleux. Ça finit à Berlin, tout ça. Ça n'a pas fini à Moscou. Si, les prisonniers ont fini à Moscou, mais les autres, c'était à Berlin, avec destruction complète de la capitale. Non, mais c'est... Allez, prenez voir vos livres d'histoire, cher Macron et Starmer, relisez Guerre et Paix, je ne sais pas, moi, allez étudier ce qui s'est passé en 1812, allez voir quelles sont les stratégies d'un Kutuzov. Non mais intéressez-vous un peu au passé plutôt que, comme les wokistes moyens, essayez de vous couper de votre passé. Vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas d'avenir. Allez étudier le passé, et ça vous évitera de faire des erreurs dans le présent. Et donc les erreurs malheureusement risquent d'être reproduites à nouveau à toute l'échelle européenne parce qu'on est dans un contexte, Oscar, donc où Ursula von der Leyen, suite à une grande réunion de nos élites européennes, on veut mobiliser 800 milliards pour faire la grande armée de l'Europe, ce qui est quand même assez inquiétant. Bon, c'est sur plusieurs années, différents pays qui souhaitent, qui auront des investissements différents. Un avis sur cette question de l'armée européenne? Parce que, bon, là, nous jouons quand même, c'est vrai, ce serait peut-être jouer quand même constamment les mauvaises langues, parce que si on retirait le conflit russo-ukrainien, il semblerait quand même juste et sur un objectif de chercher une bonne concentration des forces militaires au sein de l'Union européenne pour pouvoir nous défendre sur le plan théorique, c'est certain. Est-ce que quelque part, ce n'est pas quelque chose qui risque d'être utile pour l'Union européenne, ou alors est-ce uniquement un piège de la part de nos élites européennes actuelles? Parce que là, c'est quand même le grand message qui d'ailleurs arrive à convaincre beaucoup de personnes qui sont pro-Europe, qui pourraient être contre le conflit russo-ukrainien et son maintien. Prenons l'exemple de Bardella. Jordan Bardella s'est exprimé en expliquant que finalement Macron ouvrait enfin les yeux et était sur la bonne voie, mais pour les mauvaises raisons. Donc qu'en pensez-vous, Oscar?
Mais la chose est simple. Si la France veut se sortir du marasme, elle est obligée de sortir de l'Union européenne. Sans Frexit, la France ne peut rien faire parce que le 85, 90% des lois sont décidées à Bruxelles. Donc, ils sont complètement dépendants de la volonté de Bruxelles. On l'a vu avec le Mercosur, on le voit avec d'autres aspects. Et donc, de vouloir là s'intégrer dans une sorte de défense commune, ah ouais, alors quel rôle jouerait alors la force nucléaire française? On l'étendrait quoi à l'Allemagne et à la Pologne? Contre la première puissance nucléaire du monde, ouais, je ne suis pas tellement réjoui par rapport à cette situation. La deuxième question qui se pose, ils vont les chercher où les 800 milliards là? Je sais pas, ils sont tous en faillite. Et puis ils sont en train d'aller de plus en plus vers la faillite. Donc, parce que le Trump, il a que commencé à instaurer ses taxes et son protectionnisme. Revenons à une sorte de doctrine de Monroe, ce qu'il a fait dans son discours, il l'a très très bien décrit. Hein, le Groenland, il a parlé du Groenland, il a parlé du canal de Panama. On voit exactement, il est en train de resituer vraiment les États-Unis. D'ailleurs, dans son speech, il faut bien dire une chose, il a parlé principalement de politique intérieure, énormément de politique intérieure, l'inflation, le prix de la vie, etc., la sécurité, les frontières, etc. Il a très, très peu parlé de l'Ukraine. Là, il a juste parlé de la lettre de Zelensky, mais j'ai bien compris, ils sont en train de faire monter les enchères pour cette signature. Donc ça n'a pas de lendemain. Donc et puis, il y a même des études tout à fait sérieuses qui se posent la question, mais elles sont où ces terres précieuses en Ukraine? On se pose la question, s'il y en a, elles sont du côté russe, s'il y en a. Et puis les autres, bah, on cherche encore. Puis ce serait beaucoup trop cher, trop onéreux pour l'extraction. Enfin, bref. Donc Macron et Bardella, hein, donc il reste des européistes. Moi, je suis effaré de voir que le Rassemblement national a abandonné l'un des piliers quand même de ce qu'il faisait dans le temps. C'était quand même un eurocritique, au moins d'être eurocritique, dans le sens d'un Fico, par exemple, ou d'un Orban, d'être critique par rapport à ça et de peut-être arriver à créer une plus grande autonomie des nations dans le. Mais moi, je pense que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas révolutionner, rénover un système qui est aussi corrompu, aussi mal équilibré, aussi antidémocratique, avec ce politburo et la blonde là-devant qui nous sort une ânerie après l'autre en étant parfaitement impliqué dans toutes les sombres combines qui cachent ensuite tous les SMS, les emails. Elle laisse jamais de traces. Alors pour ça, elle est fabuleuse, hein, c'est incroyable. Mais cette Europe-là, elle va devoir, cette Union européenne va devoir s'effondrer pour qu'on puisse en Europe reconstruire quelque chose, je dirais, c'est vrai, une Europe des nations qui, sur la base de l'accord européen là, de libre-échange, pourrait, effectivement, dans le sens de ce que prône Poutine, dans un sens multilatéraliste, faire du commerce, négocier les uns avec les autres, les yeux dans les yeux. Là, on pourrait créer avec la Russie, en espérant que justement une paix soit possible et qu'on puisse de nouveau négocier avec les Russes, obtenir des matières premières pour un prix qui soit correct. Mais ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de totalement différent. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez les trois petits cochons qui vont aller voir Trump. Et Trump, pendant ce temps-là, il est déjà en train de couper gentiment les soutiens à l'Ukraine. Hein. Là, au niveau du renseignement, il vient de couper. Il a coupé au niveau des armes. Donc, on voit que le désengagement a déjà commencé. Mais il continue à faire semblant avec les trois petits cochons. Et il est en train de négocier avec les Russes par-dessus la tête des Européens. Et tenez-vous bien, la discussion qui apparaît, c'est qu'on pourrait peut-être remettre en marche Nord Stream 2. Ils l'ont fait péter, mais ils peuvent aussi le reconstruire. Hein, quand les intérêts se présentent, en se disant, on fait un joint venture avec les Russes 50-50, et puis on vend tout ça cher aux Européens. Puis c'est de nouveau les Européens qui, à travers les Allemands, étaient propriétaires à 50% de cette aventure, qui se retrouvent gros gens comme avant. Donc moi, je suis effaré de voir. Je ne sais pas s'ils font exprès, s'ils sont réellement aussi bêtes, mais ils sont vraiment. Quand on a des adversaires comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis, c'est bon. Tout à fait. Et avec ce grand plan de financement de 800 milliards, on découvre un mécanisme, parce qu'on se dit, est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est fait à dessein? Eh bien, il semblerait, lorsqu'on s'intéresse aux moyens techniques qui vont être mis en place, que c'est prévu et que c'est contrôlé. C'est comment est-ce qu'on va aller chercher ces 800 milliards d'euros pour l'Europe? Eh bien, on a certains pays qui ont leurs solutions. Et là, eh bien, on va peut-être parler un petit peu de l'Allemagne, parce que l'Allemagne a frôlé
la révolution fasciste. Heureusement, le bruit des bottes n'a pas triomphé. On demandera à Alice Wilder si elle représente vraiment le bruit des bottes. Quand on voit en fait finalement la tête qu'elle a à ses propos qui sont quand même plutôt modérés, on va dire, hein, pour l'AfD. Mais on a Friedrich Merz, enfin Friedrich, je ne sais pas comment le prononcer d'ailleurs, Oscar, peut-être vous pouvez me dire. Friedrich, voilà, qui décide, lui, à trouver la solution pour pouvoir financer l'Allemagne et se préparer en fait sur l'équipement, etc. Alors c'est quand même intéressant parce que si on lisait la phrase sans le contexte, c'est-à-dire ukrainien, ça pourrait nous rappeler les heures les plus sombres et nous faire très peur. C'est-à-dire que sans attendre la convocation du nouveau Bundestag, le futur chancelier, CDU, est prêt à faire sauter le mécanisme de frein à la dette pour contracter plus de 100 milliards d'euros de dette chaque année afin d'équiper la Bundeswehr. Alors, et là, on rajoute afin d'aider l'Ukraine. On est rassuré parce que sinon, ça nous aurait fait quand même un petit peu peur. Alors, que décide de faire concrètement l'Allemagne et les autres nations? Est-ce que ça va être l'endettement maximal pour supprimer tous les droits des nations, en fait, et centraliser à l'échelle européenne? Alors l'Allemagne, c'est très, très, très intéressant ce qui est en train de se passer, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'affaire est dans le sac, hein. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Merz est déjà chancelier. Pourquoi? Parce qu'il y a de la révolte à l'intérieur même de son parti, la CDU. C'est-à-dire les jeunes de CDU, c'est un groupe d'environ 22 députés, et avec les Rouges, il n'aurait que 12 de majorité, pour la majorité absolue, et si ces 22-là votent contre, toutes les négociations entre les socialos, le SPD et la CDU tombent à l'eau. Et Jens Spahn, le dirigeant de cette équipe-là, est en train de s'apercevoir que depuis, sans que le gouvernement soit encore formé, si on refaisait des élections, la CDU perdrait massivement au bénéfice de l'AfD. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà trahi tout ce qu'ils ont promis pendant les élections. Tout ce qu'ils ont promis, ils ont trahi. Et là aussi, on a plein d'enregistrements où on voit Merz, n'est-ce pas, se gonflant le poitrail, qui dit « Jamais nous ne toucherons un frein à la dette, jamais, ça c'est impensable, c'est un truc, nous devons assainir l'Allemagne, nous ne pouvons pas laisser à nos descendants une dette abyssale, il faut travailler là-dessus, etc. » Et qu'est-ce qu'il fait avant même d'être chancelier? En utilisant le Parlement actuel, parce qu'il a peur que dans le nouveau Parlement, il n'aurait pas de majorité pour ça, il va abandonner, maintenant il projette d'abandonner ce frein aux dépenses, à la dette. Donc, la trahison de tout ce qu'il a promis, et pas seulement sur ce point-là, il y a plusieurs autres points. Et puis alors, il y a un point qui a été à hurler, il a tout à coup essayé de faire son mini-Trump. Il a demandé 500 questions où l'argent partait, à quoi l'argent était utilisé dans environ 500 de ces ONG, etc. Il a 500 questions, et puis il a fait analyser un certain nombre de ces ONG. Non, mais la gauche, elle a fait comme comme ils ont hurlé comme des gorées qu'on égorge. Donc, parce que c'est impensable, c'est là qu'eux, ils vont chercher leur argent pour financer les Antifa et tout ça. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, où tout à coup, vous voyez que plein de ces organisations politisées, qui sont des bras prolongés du Deep State, n'ayant plus les moyens, obligés de mettre la clé sous le paillasson. Et c'est exactement ce qui risque de se passer en Allemagne. Et là, le danger pour la gauche, il est très fort. Et donc, mais ils doivent s'allier, donc c'est incroyable, ils doivent se tenir l'un à l'autre comme la corde tient le pendu, parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative, si ce n'est une alternative für Deutschland, qui s'appelle AfD, qui elle a fait 21%, et qui est aux aguets, qui tous les jours engrange de nouveaux membres, de nouveaux soutiens, les sondages les montent en hausse, ils viennent de gagner de différents votes ces derniers temps, ils sont vraiment dans un trend vainqueur. Et puis ce qui se passe au Brandenburg, c'est que vu que le Bündnis Sarah Wagenknecht, qui est utilisé au Brandenburg, à Sachsen et à Thüringen, ils ont des, dans certains de ces Länder à l'Est, ils ont utilisé ce groupement, particulièrement là à Brandenburg, pour avoir la possibilité de former un gouvernement. Ils ont quitté le Parlement parce que le parti, il n'est plus au Bundestag. Donc il y a une sorte de déliquescence de ce parti. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Là aussi, l'AfD devient incontournable. Donc, on pourra faire les pare-feux qu'on veut contre ces partis, moi j'appellerais de souverainistes, pour être
corrects par rapport à ce qu'ils sont. C'est des partis souverainistes, simplement. Peut-être, on pourrait dire aussi libéral-conservateur ou quelque chose dans le genre, mais enfin, pas du tout. C'est toujours, ils reviennent avec le nazisme, les heures sombres. Mais ça a tellement été utilisé, que c'est complètement éculé. Mais ils ne vont pas pouvoir éviter ça. En Autriche, maintenant, ils ont formé une coalition à 3. C'est de nouveau la même chose qu'il y avait en Allemagne et qui a amené l'Allemagne dans le gouffre. Donc, ça va péter de toute manière. Ils ne vont même pas tenir les 4 ans. Mais en attendant, eh bien, les Autrichiens, le FPE, là, si on prend c'est le parti justement souverainiste des Autrichiens, là, de Herbert Kickl, ils viennent de faire ils ont doublé leur score. Attendez, c'était où? C'était à Burgenland, je crois. Donc, dans un des Länder où il y a eu une élection qui a eu lieu il y a quelques jours, et ils ont gagné. Je suis aussi heureux d'ici d'annoncer que nous, on a eu des élections c'est un des cantons suisses, c'est là où j'habite, et là, j'ai fondé l'UDC de ce canton, et nous venons de faire 4 sièges de plus au Parlement, nous sommes les grands vainqueurs, nous sommes aussi un parti souverainiste, nous ne voulons pas adhérer à l'Union européenne et tomber dans le même piège que les pays qui nous entourent. Donc, et les Verts, eux, ils ont perdu 5 sièges, donc ils sont en train de s'effondrer, ils sont descendus de 13 à 8 sièges, et le parti, disons, s'est renforcé, et la droite en général s'est renforcée. Depuis ces élections, nous sommes plus à droite. Je dirais que 75% de mon canton sont à droite, et seulement 25% sont cette soupe woke, gender, gauchiste. Voilà, c'est ces gens qui nous ont maintenant dansé sur le ventre pendant une bonne trentaine d'années. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.